Bonsoir tout le monde, bienvenue du coup pour ce nouveau meet-up d'Ethereum France. C'est le premier de la rentrée. Alors nous sommes très contents de vous voir réunis ici. Vous avez affronté du coup une horde de manifestants pour arriver juste là aujourd'hui et cela fait plaisir donc de vous voir tous ici. Aujourd'hui on va discuter du coup de l'expérience utilisateur et de self-custody. On va avoir deux invités. Maurice, CEO de FluidKey, qui est présent avec nous, et Jérôme de Tichet, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Il nous rejoindra vers 19h15. Donc, je vais d'abord faire une petite introduction sur notre association, et ensuite on va écouter Maurice, et après Jérôme. Donc, on est Ethereum France. Si vous ne connaissez pas, nous sommes une association à but non lucratif. Le but, c'est de populariser la blockchain et Ethereum dans toute la francophonie. Je m'arrête sur le terme francophonie parce que c'est important pour nous aussi de dépasser le cadre un peu restreint quelquefois de la France. Nous avons des amitiés, notamment en Belgique, où nous avons déjà organisé des événements là-bas. Et vous allez le voir juste après, nous allons bientôt essayer de faire quelque chose à Genève. Donc toute la francophonie, on produit du contenu en langue française et on essaye du coup d'associer un écosystème dynamique en créant du contenu, en organisant des événements et toujours sur la base des échanges intellectuels. Donc nos activités dans l'association, eh bien, elles sont très explicites. La grosse activité, c'est quand même la préparation de THCC, la grosse conférence dont je viens de vous parler. La prochaine édition a été annoncée, elle aura lieu du coup de nouveau à Cannes. Et on est très fiers de la préparer vu que la précédente a été un franc succès. On rédige également des articles sur notre blog. Et donc ces articles abordent évidemment Ethereum, sa philosophie, son écosystème. Mais nous sommes aussi ouverts à d'autres contributions. Pendant un temps, nous avons notamment été les premiers à traduire quelques textes fondateurs du cypherpunk. Nous les avons traduits en langue française et on est ouvert à toutes les contributions communautaires. Donc si vous avez un sujet d'intérêt, n'hésitez pas à venir nous voir et on peut vous aider du coup à aboutir par l'écrit. Souvent, ce qu'on fait également, c'est des résumés de conférences. Typiquement, lorsque nous sommes revenus de la DevCon qui avait lieu à Bangkok, plusieurs membres de la communauté ont rédigé des articles synthétiques sur les sujets un peu d'actualité qui ont été abordés. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et n'hésitez pas à proposer quelques petits articles. On fait de la relecture collaborative, évidemment. Et comme ce soir, on organise des meet-up un peu partout en France. Nous avons des antennes à Paris, évidemment, mais aussi à Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes. Donc si vous avez des amis qui veulent lancer quelque chose quelque part, n'hésitez pas, on apporte un soutien opérationnel en donnant les bonnes pratiques, en mettant en relation avec des speakers. Et ça peut démarrer de manière très humble. 10 personnes dans un bar, c'est aussi un meet-up. Nos prochains événements, on se retrouve le 11 octobre à Lyon pour le Crypto Tour où nous aurons un booth Ethereum France. Plusieurs bénévoles de l'association seront présents et vont se relayer pour animer cette journée. Et on se retrouve également pour un meet-up à Genève. C'est la première fois qu'on fait quelque chose en Suisse avec Decentral House. Et on aura comme invité, entre autres, Mon Pèlerin. Donc on est très content de ces deux événements. Et il y aura sans doute aussi un meet-up parisien quelque part dans ces eaux-là. Je sais que quelques amis ont déjà pris leur billet pour Genève, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je n'ai pas mis de lien, mais le Luma est disponible pour Decentral House, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. L'association est ouverte à toutes et à tous. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien tout le temps. Donc si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitalik Buterin. Donc n'hésitez pas à adhérer à l'association. On a besoin d'aide sur tous les fronts. On a besoin d'intervenants, de contributeurs, de communicants, de graphistes. Je commence à être en panne de design sur les affiches de nos meet-up. J'ai à peu près utilisé tout ce qu'on avait en stock. Donc voilà, si vous avez des graphistes sous le coude ou des gens qui savent utiliser des IA de manière talentueuse, n'hésitez pas. Mon résultat avec les IA n'est pas très probant. Et bien entendu, toutes sortes de partenaires ou de sponsors qui voudraient bien nous accueillir dans leurs locaux
ou en finançant les meet-up avec pitance et boissons. Pour nous rejoindre, eh bien, la première étape, c'est le site de l'association. Si vous le regardez en haut à droite, il y a un petit onglet Rejoins-nous. C'est là où vous pouvez payer votre cotisation annuelle, 10 € par an. C'est pas cher payé et ça nous permet d'avoir des membres actifs. Ou alors, pour nous soutenir, du coup, rejoignez-nous évidemment à ETHCC 9 qui aura lieu du coup du 30 mars au 2 avril. Pour ceux qui connaissent un peu notre actualité, c'est une nouvelle. On l'a déjà publiée, peut-être que vous n'étiez pas au courant, donc on se permet d'insister un peu dessus. On a déplacé les dates de THCC pour diverses raisons. Tout d'abord, pour revenir à ce qu'on faisait déjà il y a 4 ans, donc un petit peu plus tôt dans l'année. Ça nous permet de nous situer par rapport au calendrier des conférences internationales. Ça donne un petit peu plus de visibilité et de cohérence à l'international. Et surtout, ça nous permet d'accéder à la belle ville de Cannes dans une période où les hôtels coûtent beaucoup moins cher. On avait dit tout à l'heure que nous étions une association communautaire. Il nous paraissait extrêmement important de retourner à Cannes en facilitant l'accès du coup à la conférence avec des tarifs moins élevés pour le logement. À partir de là, on espère que on va pouvoir accueillir encore plus de personnes, plus d'attendees et surtout des profils qui nous intéressent. On aimerait beaucoup avoir encore plus d'étudiants. L'année dernière, on avait offert 400 billets gratuits pour des étudiants. On espère cette année en offrir tout autant et en accueillir encore plus à l'international. Il y avait 50 pays représentés parmi les étudiants l'année dernière. C'était très chouette. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps pour présenter l'association. Vous avez compris mon propos et cette année va encore être une belle année de meet-up et de rencontres autour d'Ethereum. Maurice, du coup, si tu veux bien venir, on va brancher ton ordinateur et tu vas pouvoir du coup nous parler de ton projet FluidKey. Donc, je m'appelle Maurice, je suis le cofondateur de FluidKey. FluidKey, c'est un wallet qui a l'ambition d'être aussi simple à utiliser qu'une néobanque, qui donne de la privacy, de la confidentialité qui est meilleure que les wallets actuels. J'expliquerai un peu après comment ça fonctionne dans la plupart des wallets aujourd'hui, et qui donne accès au meilleur de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Et c'est vraiment avec ça qu'on s'est lancé. On s'est lancé il y a 1 an et demi à peu près. On a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus aussi d'engouement autour du projet. Donc, je vais vous présenter un peu ce que c'est aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler de FluidKey, l'application et vraiment le projet en général. Et ensuite, je vais parler un peu de tout ce qui est privacy et self-custody sur Ethereum et comment on donne justement une meilleure confidentialité aux transactions des utilisateurs de FluidKey. Donc, notre vision, c'est un peu ce que vous voyez sur l'écran ici. Pour nous, les meilleures opportunités pour les assets de nos utilisateurs seront on-chain, où on peut contrôler directement justement ces assets. On peut avoir accès à ces fonds dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a accès à des marchés globaux qui sont composables, où on peut justement connecter différents protocoles très facilement et créer une expérience qui n'est pas possible avec tout ce qui est TradFi. Le problème, c'est que sur Ethereum, votre compte en banque, il est public. Donc, si vous avez un INS ou si vous avez une adresse sur un wallet comme MetaMask, par exemple, et que quelqu'un vous envoie de l'argent, cette personne peut voir qui d'autre vous a payé, combien vous gagnez, ce que vous faites de votre argent, la performance de votre portefeuille, etc. Et donc ça, c'est un problème qui est important si on veut justement créer quelque chose qui devient vraiment une banque on-chain, une application où on peut gérer ses fonds directement sur la blockchain en self-custody. Et ce que nous, on a appris assez rapidement, c'est que les utilisateurs veulent de la confidentialité, mais en soi, la privacy, c'est pas un produit en soi. On veut pouvoir acheter différents assets, avoir accès à des emprunts, du yield, etc. Et faire tout ça avec de la confidentialité, mais c'est vraiment en combinant les fonctionnalités d'un wallet classique
avec la privacy qu'on arrive à avoir un produit qui est intéressant. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est que les wallets actuels n'offrent pas de confidentialité. Donc, par défaut, on a une adresse et cette adresse, elle est publiquement accessible par tout le monde et tout le monde peut voir exactement toutes les transactions qui ont été faites sur cette adresse. Donc, pour vous expliquer un peu plus en détail, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment FluidKey fonctionne aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions là-dessus. Donc, je vais zoomer un peu. Ça, c'est mon compte démo. J'espère que vous voyez à peu près. Donc, la façon dont FluidKey fonctionne, c'est très simple. Chaque utilisateur a une adresse qui est simple à lire. Donc, on peut créer une adresse à son nom qui se termine en .fkey.id. Et donc, cette adresse peut être utilisée dans un wallet comme MetaMask, par exemple. Donc, si je copie cette adresse ici et que je l'ajoute ici dans le wallet MetaMask, vous allez voir que ça va générer une adresse ici, 0xe811. Et le bénéfice d'utiliser FluidKey, c'est que si on réutilise cette même adresse une autre fois, donc si je fais la même chose encore une fois, vous allez voir que l'adresse change. Donc à chaque fois que quelqu'un envoie une transaction sur FluidKey, ça va aller sur une nouvelle adresse qui n'est pas connectée à l'adresse précédente ou à aucune des autres adresses et qui n'est pas connectée non plus au profil public qu'on a sur FluidKey. Et donc c'est comme ça qu'on peut vous donner une bien meilleure confidentialité et avoir ce phénomène où si on a 5 personnes dans la salle qui nous envoient de l'argent, ce sera sur 5 adresses différentes qui ne sont pas connectées justement sur Etherscan ou sur la blockchain. Mais toutes ces adresses sont en self-custody, ça veut dire qu'il y a seulement l'utilisateur qui peut avoir accès à ces fonds. FluidKey en tant que wallet, nous on crée seulement l'application, mais on n'a pas accès à ces fonds-là. Et c'est vraiment que l'utilisateur qui peut gérer ces fonds et avoir accès. Et même si FluidKey n'est pas là, on peut toujours accéder à ces fonds. Donc avec les private keys, donc avec ces clés, on peut toujours accéder à ces fonds. Il y a différentes plateformes qui ont été créées par d'autres utilisateurs comme celui-ci pour justement avoir accès aux adresses FluidKey, même si le site FluidKey venait à disparaître. Donc voilà, ça c'est la fonctionnalité un peu spécifique de FluidKey. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez importantes pour nos utilisateurs. D'une part, on peut recevoir des transferts bancaires et on peut envoyer des transferts bancaires directement depuis FluidKey. Donc, quand on a un compte FluidKey, on a un compte ACH et un compte IBAN, un compte SEPA, qui peut être utilisé pour justement recevoir directement soit de l'EUROC ou du USDC sur FluidKey. Et on n'a pas besoin de passer par un centralized exchange ou par une plateforme comme Binance, etc. On arrive à directement recevoir les fonds sur FluidKey. Et dans l'autre sens aussi, ça fonctionne. Donc on peut aussi envoyer des euros sur, par exemple, mon compte Revolut, sans passer par d'autres étapes directement, juste en envoyant les fonds depuis FluidKey. La dernière fonctionnalité à vous montrer, c'est le yield. Donc, nous, on a un module, un smart contract, qui permet en fait automatiquement, dès qu'on reçoit des fonds sur FluidKey, que ce soit du USDC, de l'EUROC, du Raptif, etc., d'avoir accès à du yield sur ces fonds. Donc, c'est un module qui permet de automatiquement, pour l'adresse, sans changer l'adresse qui a accès à ces fonds, déposer les fonds sur un Vault 4626. Donc, c'est un Vault qui permet de générer du lending, du yield. Donc, vous connaissez sûrement Morpho ou Aave. C'est comme ça qu'on peut aussi générer du yield directement sans avoir à passer justement par une autre plateforme et tout faire directement depuis FluidKey. Voilà, ça c'est un aperçu général. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça avant de continuer la présentation. Ouais. Sans rentrer forcément dans le détail, mais qu'est-ce qui est derrière au niveau de l'architecture? Comment c'est fait exactement? Ouais.
Donc le concept qui est derrière, en termes de privacy surtout, je vais essayer de répondre un peu en général. Donc ce qu'on utilise comme compte sous FluidKey, c'est des Smart Account Safe. Donc ça, c'est le Smart Account qu'on utilise. Et on utilise ce concept qui s'appelle Stealth Addresses, dont je vais parler dans un instant, qui permet justement de générer des nouvelles adresses à chaque fois, sans avoir accès aux private keys de l'utilisateur, en fait. Donc, je vais en parler dans un instant. Donc, aujourd'hui, on en est là avec FluidKey. On peut recevoir des transferts crypto sur Ethereum, sur des L2s comme Base, et aussi recevoir des paiements bancaires. On peut avoir accès à du yield automatiquement. Et on est en train justement d'ajouter d'autres fonctionnalités. D'une part, une carte, donc aussi pouvoir payer juste par carte différents paiements bancaires comme on paye avec une carte bancaire normale. Et aussi la possibilité de, par exemple, investir une partie des euros qu'on reçoit sur FluidKey, par exemple, automatiquement en ETH, en Bitcoin, etc. etc. Et de pouvoir aussi emprunter contre ces assets. Donc si on a de l'Ethereum, si on a du Bitcoin, aussi pouvoir emprunter des euros et pouvoir utiliser FluidKey vraiment comme une banque on-chain. Tout ça, c'est construit sur des protocoles DeFi comme Morpho, comme Aave, etc. Donc, c'est tout self-custodial. Voilà. Donc maintenant, je vais parler justement du côté privacy et comment on donne accès à cette confidentialité qui n'est pas sur un wallet traditionnel. Donc, en gros, le fonctionnement, c'est que à chaque fois que votre INS, donc par exemple u.fk.eth, est entré dans un wallet et entré sur Etherscan, etc., on génère une nouvelle adresse. Cette adresse, elle est générée d'une façon où, juste avec ce qu'on appelle les Meta Public Keys de l'utilisateur, on peut générer une nouvelle adresse sans que cet utilisateur ait à faire quoi que ce soit. Donc, en tant qu'utilisateur de FluidKey, vous n'avez pas besoin à chaque fois que quelqu'un veuille vous payer de faire quoi que ce soit. Vous partagez votre INS et une partie third party où l'utilisateur qui envoie les fonds peut générer ses adresses automatiquement. Et donc ça, c'est aussi le rôle de FluidKey en ce moment. Quand on met le INS sur Etherscan, sur MetaMask, ce que nous on fait en fait, c'est qu'on génère une nouvelle adresse, une nouvelle self-adresse pour l'utilisateur pour justement recevoir ses paiements sans avoir à faire quoi que ce soit de différent d'un paiement normal on-chain. Je vais parler un peu plus justement des trade-offs et des différences entre comment les stealth addresses qu'on utilise aujourd'hui fonctionnent et d'autres protocoles qui sont axés privacy, comme par exemple les shielded pools, donc Tornado Cash, Privacy Pools, Railgun, ça c'est tous des shielded pools. Donc les avantages des stealth addresses de ce qu'on utilise, c'est que c'est très rapide. On peut les générer en quelques millisecondes et donc en fait on peut utiliser ces adresses comme des adresses normales sans avoir à attendre que les fonds arrivent sur un protocole différent, qu'ils soient checkés par différents autres checks. Donc ça, par exemple, sur les shielded pools, ce qui se passe, c'est que Tornado Cash, vous connaissez sûrement, il y a eu beaucoup de problèmes parce que qui que ce soit peut juste envoyer de l'argent et justement casser cette traçabilité des fonds. Et donc, on peut avoir justement des hackers nord-coréens qui utilisent Tornado Cash pour casser cette traçabilité. Et donc, maintenant, la nouvelle génération de ces protocoles comme Railgun, comme Privacy Pools, a une période dans laquelle on a des entités qui peuvent regarder justement sur la blockchain d'où viennent ces fonds. Et si ces fonds viennent de, par exemple, un hack, ils peuvent les renvoyer vers l'adresse qui les a envoyés. Donc, ils ne peuvent pas prendre les fonds, mais ils peuvent faire en sorte que les utilisateurs qui ont des fonds sur ce protocole ne mélangent pas leurs fonds avec un hacker nord-coréen, par exemple. Donc, c'est ça un peu pourquoi aussi, sur Privacy Pools, ça met 7 jours, par exemple, à
à passer les fonds jusqu'à ce qu'on puisse les utiliser. Et sur Railgun, c'est à peu près 3 heures. La deuxième chose, c'est que les stealth addresses, c'est compatible avec n'importe quelle chaîne IVM. Ça fonctionne comme une adresse normale. On peut interagir avec n'importe quel protocole. Et ce n'est pas le cas justement dans les shielded pools. Donc si on veut faire quelque chose comme du lending, donc emprunter de l'argent contre différents tokens, etc., ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans des shielded pools, mais avec des stealth addresses, c'est possible sans problème. Le désavantage des stealth addresses, c'est que ça ne casse pas la traçabilité. Donc s'il y a une personne dans la salle qui m'envoie de l'argent et que je veux envoyer de l'argent à une autre personne, ça va forcément venir d'une des adresses sur lesquelles j'ai reçu des fonds. Et donc on peut toujours voir les fonds, par exemple l'USDC, passer d'une adresse à l'autre adresse. Et donc on peut connecter un peu quelques transactions ensemble. Et d'une part, ça peut être un avantage. Par exemple, si vous voulez off-ramp de l'argent, donc passer par une plateforme qui vous envoie l'argent ensuite sur un compte bancaire, ça va être beaucoup plus facile de montrer d'où viennent les fonds, etc. etc. Par contre, bon, en termes de confidentialité, c'est pas toujours parfait parce que justement, on peut connecter quelques adresses ensemble. Et de l'autre côté, par contre, là, avec les shielded pools, il n'y a pas du tout ce problème-là. On a vraiment une confidentialité parfaite à ce niveau-là où on ne peut pas connecter les différentes adresses ensemble. Et donc, nous, notre vision sur le long terme, on n'est pas du tout justement axé juste sur les stealth addresses. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment sur le long terme quelque chose où on a les stealth addresses et les shielded pools ensemble pour, d'une part, avoir l'expérience utilisateur très simple des stealth addresses, comme vous avez pu le voir sur FluidKey, avec la possibilité de casser cette traçabilité et de ne pas avoir ce problème de confidentialité quand on le veut. Donc, si on reçoit $1 million sur une adresse, on ne va sûrement pas l'utiliser en une étape et tout utiliser en même temps. Donc, le mieux, ce serait de le passer par un shielded pool, de l'envoyer sur différentes autres stealth addresses et ensuite d'utiliser les fonds des différentes stealth addresses un par un. Et là, on a une privacy qui est parfaite. Donc, ce graphique-là, il vient de Vitalik. Il a créé un blog post qui s'appelle What I would like to see in a wallet. Et donc, il parle justement de tout ce qui est privacy. Et voilà, ça, c'est un peu la vision long terme. Avec FluidKey, en ce moment, on a tout sauf le shielded pool. Donc, ça, c'est vraiment la dernière pièce aussi là à ajouter. Et l'idée, c'est que dans les prochains mois, on commence à travailler sur ça et on ajoute une option de justement passer les fonds aussi par un shielded pool comme Railgun, Privacy Pools, etc. Voilà. Donc ça, c'est la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Tu dis du coup que FluidKey est compatible avec tous les autres protocoles et smart contracts, ouais. Mais depuis le front-end, tu peux te connecter à d'autres protocoles de Web3 ? Comment tu fais ça du coup ? Non, donc ce que je dis, c'est que les stealth addresses, elles sont compatibles avec tous les contrats. FluidKey aujourd'hui, justement, on n'est pas encore au niveau de pouvoir se connecter sur n'importe quelle DApp. C'est aussi un choix qu'on a fait parce que notre vision, c'est que 99% des choses qu'on veut faire, ils devraient être déjà là sur FluidKey sans avoir à sortir, se connecter sur une autre application pour pouvoir faire des choses simples comme avoir accès à du yield, etc. Mais l'idée, c'est sur le long terme aussi de donner accès à pouvoir se connecter sur n'importe quel autre protocole aussi avec ces adresses. Et ces adresses-là, elles sont self-custodial. Donc, si tu veux tu peux les générer aussi, les upload dans l'interface safe, en fait, et ensuite avoir accès à différents protocoles. Donc, en soi, ces adresses-là, ça ne veut pas dire que le jour où on donne accès à avoir accès à d'autres protocoles, on n'a pas besoin de changer ces adresses ou de changer la technologie qu'on utilise en dessous. Du coup, justement, pour la liste d'adresses qui sont affectées à un utilisateur, c'est pas une database, c'est à chaque fois il y a un même algorithme pour redéfinir quelles sont les adresses qui sont affectées à l'adresse ENS, c'est ça ? Ouais, donc chaque adresse est générée pseudo-randomly, donc elle est générée avec
un seed qui peut être régénéré aussi par l'utilisateur à tout moment, en fait, sans avoir accès à FluidKey ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, bonsoir, merci pour la presse. Alors, tu l'as peut-être dit au début, parce que c'est vrai que je suis arrivé en retard. Mais au final, avec des stealth adresses, à un moment, si tu veux yield automatiquement quand l'utilisateur reçoit quelque chose, il faut que le back soit capable de les connecter. Ou ça se passe comment du coup à donc chaque stealth address, en fait, a les mêmes autorisations pour pouvoir envoyer du yield. Donc, c'est un module safe pour pouvoir justement déposer dans un Vault 4626. Et ce module, en fait, il est dans le init code de l'adresse qui est générée avec ces stealth addresses, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un compte quelque part ou un module qui dit OK, vous avez le droit de déposer dans le Vault 4626. C'est vraiment chaque adresse qui a les mêmes autorisations. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais je veux dire, du coup, c'est fait on-chain et il n'y a pas de lien entre les adresses qui est gardé sur un back-end de FluidKey ou ce genre de choses. Donc, pour tout ce qui est indexing, etc., on a un back-end FluidKey qui justement qui permet de faire tout ça, mais on peut accéder à toutes ces adresses et on peut justement utiliser ces adresses sans FluidKey à tout moment. D'accord, mais pour que l'UI fonctionne, donc il faut que l'indexing ait une viewing key, il faut qu'il soit capable de lier toutes les adresses entre elles quand même. Le viewing key, mais pas le spanning key. Non, d'accord. C'est ça. Mais donc c'est un choix que l'utilisateur fait quand il se connecte. Ça, c'est un choix qui est expliqué dans l'application aussi et qui est le choix qu'on a fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, un des problèmes avec tout ce qui est privacy, c'est que on veut avoir quelque chose qui est aussi simple à utiliser qu'un wallet normal. Et donc, des fois, il y a des trade-offs à faire. Je pense que sur le long terme, justement, c'est des choses qu'on veut... dans l'idéal, on n'aimerait pas avoir cet indexing, mais c'est une chose qu'on fait le compromis. Je comprends bien le trade-off. C'est sûr, mais c'est pas facile. Il y avait exactement les mêmes problèmes sur Monero, donc c'est pas simple. Ok, merci. Ouais, bien sûr. Si vous voulez tester FluidKey, j'ai aussi un QR code ici et vous aurez accès à 5 USDC directement sur le compte avec un peu de yield aussi pour tester tout ça. Voilà. Je voulais faire un peu l'avocat du diable par rapport à des gens qui étaient self-custodial, non-custodial, un peu custodial, presque custodial, pas trop custodial. Et finalement, j'ai fini par faire un truc complètement, mettre plein d'idées dans cette présentation pour vous amener à en discuter autour du repas qu'on va avoir, des bières qu'on va avoir et des verres qu'on va partager juste après ce meet-up. Donc, je ne suis pas custodial. Je ne suis pas custodial. Voilà, je me lave les mains de tout ce qui pourrait vous arriver avec vos clés. Donc je m'appelle Jérôme, je suis le fondateur de Comet et le président d'Ethereum France. Je suis professeur au CNAM et vous pouvez me trouver à cette adresse-là. Et on organise ZCC en mars. Mais de toute façon, je pense que Diziak vous a bien dit. J'espère vous voir nombreux à Cannes, fin mars, début avril. On a plein de surprises à vous proposer. Ça va commencer à être révélé fin du mois et début du mois d'octobre. En fait, je suis un custodian. Voilà. En fait, Comet est devenu custodian récemment. En fait, on a un agrément PSAN CASP, enregistrement renforcé, pour les services de crypto to crypto et les services de custody. Voilà. On va essayer d'aller chercher une EMI license aussi. Enfin, on commence, nous, à se mettre dans la régulation. Et on a eu des acteurs aussi bien de la finance traditionnelle que de la finance décentralisée et que de la blockchain en général. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les smart accounts. Voilà, on adore ça. On a un SDK d'account abstraction qui est utilisé par Gnosis et qui a été en partie utilisé par WorldCoin aussi. Mais on aime bien aller chercher un peu plus loin et on a pu faire des choses avec des acteurs de la finance qui demandent d'avoir des services régulés au-dessus. On a notamment un produit très 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 cool. En ce moment, les taux sont très élevés sur les stablecoins européens comme... vous avez pu le voir sur la présentation précédente. Ça s'appelle Louis Finance. Pourquoi Louis Finance? Parce que c'est le prénom le plus donné chez les CFO. Il y a de fortes chances que votre enfant devienne CFO si vous l'appelez Louis. Alors voilà, il y a des liens. Je ne sais pas si l'un implique l'autre ou si voilà, mais bon, en tout cas, voilà, vous pouvez essayer louis.finance. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus après. Donc
ce qui m'a personnellement beaucoup amené à m'intéresser aux problématiques de wallet, c'est que j'aime bien onboarder les gens sur la blockchain. Voilà. J'aime bien que les gens utilisent la blockchain. Et il y a une forme de bizutage à la blockchain qui est qu'on doit installer une application, on doit comprendre un nouveau modèle de sécurité, on doit noter 24 mots, on doit faire un KYC pour acheter de la crypto, et puis en fait le lien pour se connecter sur les sites il marche pas, et puis on demande un autre lien, et puis voilà, en fait le lien c'était un scam et on a perdu ses cryptos, ou alors on a perdu ses 24 mots, quoi. Voilà, c'est la grosse difficulté qu'on a pour amener des gens dans la blockchain, c'est de les onboarder dans la blockchain. Et pour moi, c'est un sujet qui me fait faire des nuits blanches. En ce moment, je bosse beaucoup sur les problématiques d'issuance d'Ether, en disant mais comment on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour distribuer des Ethers? Comment on pourrait faire pour que les gens commencent à utiliser un peu plus la blockchain? Et on en revient toujours à mais comment est-ce qu'on fait pour leur mettre un wallet en main? À l'époque où on faisait du mining sur Ethereum, on pouvait juste installer un logiciel de mining, avoir quelques cartes graphiques et on récupérait les Ethers sur un account. Là maintenant, on a installé un wallet, ce qui est déjà assez painful. Parfois, même il y a quand même des solutions super bien. Mais après, pour récupérer des Ethers sur ce wallet, il faut faire d'autres choses. Bon, bref, il faut passer par le KYC. On ne peut pas juste miner pour en recevoir, quoi. Donc, je suis encore nostalgique des premiers meet-ups d'Ethereum France où les gens qu'on avait dans la salle, c'était des gens qui voulaient apprendre à faire du mining parce qu'ils voulaient avoir des Ethers. Alors après, ils ne trouvaient pas les endroits pour les vendre, puis ils finissaient par utiliser des smart contracts. Et puis à s'amuser, à faire des dApps et tout ça, quoi. Donc maintenant, non seulement on les bisute, on leur fait acheter un wallet, mais ensuite on les bisute pour aller acheter de la crypto. Il faut savoir que 85% des wallets sur Ethereum ont été fundés par un exchange. Donc ça, vous voyez, en fait, le point d'entrée, il est à peu près là, quoi. Bon, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, sachant que la bonne chose à faire, a priori, pour avoir une autre façon d'avoir un wallet, c'est d'installer un nœud. On n'a pas trouvé de façon d'inciter les gens à installer des nœuds, mais si vous installez un nœud GET, prenez le nœud principal sur Ethereum, vous tapez GET account new, vous mettez votre password et hop, vous avez un wallet, quoi. Après, vous auriez fait GET mine et puis vous auriez lancé votre mineur et puis vous aurez récupéré sur ce compte, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus de mining, donc il faut récupérer les Ethers avant de pouvoir commencer à gagner des Ethers. Donc la présentation précédente parlait notamment des smart accounts. Nous, on est des grands fans de smart accounts parce que c'est portable, parce qu'on peut sponsoriser les transactions, parce qu'on peut batcher, parce qu'il y a plein de systèmes de recovery qui sont possibles. Il y a une sécurité qui est assez prouvée. On peut faire de la rotation de clés. Et alors, la rotation de clés, c'est quand même un truc incroyable. Alors, franchement, d'un point de vue d'un financier, je pense que la finance devrait beaucoup plus se saisir de ce sujet. Parce que quand je mets une position bizarre, j'ai posé des Ethers sur AV, j'ai emprunté des euros C, et puis je les ai swappés dans des euros E parce qu'il y avait un arbitrage, et puis ensuite j'ai apporté de la liquidité ici, et blablabla. Quand je vais sur un agrégateur comme D-Bank, on voit que ma position elle a vraiment évolué, c'est plein de choses, et si je veux vendre des assets, je suis obligé de dénouer ma position. Comme je peux faire de la rotation de clés, je peux aussi vendre ma position. Je pourrais vendre mon smart account. En fait, ça ouvre des possibilités qu'on n'envisage pas immédiatement, mais qui sont quasiment infinies quand on commence à regarder un peu là-dessus. Bref, et puis on fait de l'onboarding de façon beaucoup plus simple. J'espère que FluidKey vous a convaincu qu'on pouvait faire des super onboarding avec ça. Nous, par exemple, on est des grands fans des passkeys. Je trouve que c'est un très bon moyen d'onboarder, quoi. Voilà. Alors, comme je le disais précédemment, je suis custodian et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui ne soient pas custodian. Enfin, qui sont custodiennes ou pas custodiennes. Donc on a une réglementation aujourd'hui en Europe qui s'appelle MiCA, pour Market Infrastructure for Crypto Assets. Vous avez déjà entendu parler de MiCA? Ouais, tout le monde a déjà entendu parler de MiCA. Si vous faites CTRL F, Wallet, vous avez un truc, article 83, que je vous reproduis là. Bam! Depending on the, je vais tout vous le lire, mais those crypto asset providers, should be held liable for any losses resulting from an incident. Donc, si vous êtes un crypto asset provider, vous êtes responsable de tout ce qui peut se passer comme problème, tout ce qui peut avoir comme problème, même si c'est une cyberattaque, même si c'est un vol, mais c'est voilà, vous êtes responsable en tant que crypto asset provider, en tant que crypto asset service provider, vous êtes responsable pour ça. Mais attention, si vous êtes un hardware provider, si vous êtes un software provider of non-custodial wallet, ça ne s'applique pas à vous. Ouais. C'est pour ça que quand vous regardez les terms and conditions de MetaMask, par exemple, ils vous disent nous, on est non-custodial, tout votre truc, ça ne s'applique pas à nous. Vous êtes responsable, c'est votre problème. OK. Maintenant, si vous êtes un peu plus au fait de la réglementation, il y a une autre réglementation qui est passée en même temps que MiCA qui s'appelle TFR,
pour Transfer Funds Regulation. C'est la petite sœur, elle est arrivée juste après. Et elle vous dit en tant que Crypto Asset Service Provider tout ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà, quand on reçoit des fonds sur un wallet qu'on héberge, qu'on manage, dont on est custodian, on est censé regarder plein de choses. Est-ce que le money laundering s'applique bien? Est-ce que cette transaction a un problème? Est-ce que c'est normal? Et même quand on envoie, on est obligé de se dire attendez, j'envoie vers une adresse, mais est-ce que cette adresse, c'est une adresse clean, pas clean? Comment ça se passe et tout ça? Donc il y a des guidance, il y a des choses qui sont proposées autour de ça. Et ça, c'est énormément de responsabilités, quoi. Maintenant qu'on a vu plein de textes de régulation, on va faire une petite pause en se disant mais petite blague, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais elle m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est impossible pour un panda d'être raciste. Donc oui, évidemment, les pandas ils sont noirs et blancs. Donc à partir de là, je vais changer mon identité, je vais dire que je suis panda. Parce qu'au moins on ne pourra pas dire que je suis raciste. Et puis en plus, je pourrais faire du sexe avec des pandas parce que je suis panda. Voilà. Donc appliqué au custodian, écoutez, moi je suis un hardware et software provider de notre custodial wallet, j'ai aucune de ces responsabilités. Voilà, c'est pas ma faute. Voilà, donc je m'identifie comme un non-custodial wallet. Et si je m'identifie comme un non-custodial wallet, c'est pas ma faute, je me lave les mains. Voilà, de toute façon, c'est pas ma faute. Il peut vous arriver ce que vous voulez. Je vous ai dit que c'était votre faute si vous avez un truc, donc c'est pas ma faute. Maintenant, vous pouvez me rétorquer, mais attendez, si je décide demain de créer Jérôme Bank, on appelait ça Louis Finance, si j'avais créé ça Jérôme Bank, j'aurais immédiatement l'AMF, les CRS, tout le SWAT qui serait débarqué chez moi pour m'arrêter, parce que c'est interdit de s'appeler banque si on n'est pas un établissement de crédit. Mais interdit, c'est un truc, c'est un crime de lèse-majesté à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous connaissez, quand vous faites de la fausse monnaie, la sanction est quasiment aussi élevée que si vous faites un meurtre au premier degré ou un truc comme ça. Là, pareil, si on vous appelez banque, vous êtes sûr que votre service il est fermé immédiatement. Par exemple, si vous faites du service de paris en ligne sur votre territoire FDJ, vous êtes fermé immédiatement aussi. Ça ne marche pas. Mais là, puisque les gens peuvent s'appeler non-custodial et puis l'AMF débarque et les ferme, ouais, est-ce qu'il y a des guidelines? Est-ce qu'on peut juste se déclarer non-custodial? En fait, il n'y a pas vraiment de guidelines. Il y a une jurisprudence qui est en train de se former, il y a un point de vue qui émerge, il y a des avocats de la place qui écrivent en disant ouais, en fait, non-custodial, ça veut dire ça, custodial, ça veut dire ça. Peut-être qu'on va commencer par custodial et on va dire tout ce qui n'est pas custodial, c'est non-custodial. Les directions juridiques des régulateurs commencent à s'y intéresser, commencent à se dire tiens, c'est vrai en fait, comment est-ce que je qualifie ça? Comment est-ce que je qualifie cette custodialité ou pas? Alors malheureusement, ou plutôt heureusement, parce que je pense que c'est une volonté du régulateur initialement de ne pas avoir donné de guidelines très claires. En disant voilà, vous cherchez clairement, mais vous êtes non-custodial, ça ne s'applique pas à vous. Ça veut dire quoi? Ni dans TFR ni dans MiCA, vous avez une claire définition de attendez, si vous rentrez dans cette catégorie-là, vous êtes custodial. En fait, ce qu'on va vous dire, c'est que ce qui compte, c'est le contrôle. Il y a une guideline qui a émergé principalement de la EBA, la European Banking Authority, qui vous dit non-custodial wallets are those where the user retains sole control. Et là, c'est là que c'est important, uniquement le contrôle, sole control. Il n'y a que le user qui est en contrôle. Il n'y a que lui. Donc là, ça permet de mettre un peu la focale et de se dire ok, la question critique, c'est le contrôle. Donc le service provider does not have access to custody, does not have access to control, etc. etc. Donc derrière le côté safekeeping or controlling on behalf of client or of crypto asset or of a mean of access to crypto asset for application of the form of cryptographic keys, là vous êtes dans cette catégorie de custody forcément. Donc ce qui est critique là-dedans, c'est la question du contrôle. Est-ce que vous avez le contrôle? Est-ce que vous êtes capable de bouger les fonds? Est-ce que vous pouvez les bouger notamment sans l'utilisateur, sans la volonté de l'utilisateur? Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas custodial. Mais si c'est le cas, vous êtes potentiellement custodial. Et donc tout ce qui est où se trouve la clé, comment elle a été générée, avec la bonne entropie, pas avec la bonne entropie, est-ce qu'elle est stockée quelque part, qu'il y a quelques directives, quelques mesures de sécurité. Bon, ça à la limite, c'est pas très clair. Limite, ça ne sert à rien. C'est pas encore bien défini. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez le contrôle. Alors par exemple, nous on est le fournisseur de Gnosis sur leur wallet Metri. Voilà, vous pouvez aller voir metri.xyz, vous pouvez vous inscrire et tout ça. Vous avez une expérience où ça déploie un safe. Le safe, il est contrôlé par une passkey. La passkey, elle vit où? Elle vit dans l'enclave de votre
téléphone. Ok, elle peut être selon votre OS, selon le téléphone, elle peut être chiffrée et envoyée dans le cloud. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais bon, en tout cas, la clé, elle a été générée dans votre enclave avec un standard qui est celui de WebAuthn Passkey. Et puis vous signez avec ça. Et on peut dire on-chain, bah regardez, c'est bien un safe et le owner, c'est bien cette clé-là. Est-ce que c'est custodial ça? Bah, au sens du contrôle, pas du tout. Mais bon, est-ce qu'on peut extraire une passkey d'une enclave? On est des experts en sécurité ici. Est-ce qu'on peut extraire une passkey du Google Cloud dans laquelle ça a été sauvegardé? Écoute, bon, c'est des questions qui restent ouvertes. Autre exemple, vous êtes MPC, vous êtes un wallet as a service MPC. Alors il y a tellement de différents goûts et de façons de préparer du MPC. C'est comme aller au restaurant, vous avez plein de façons de faire un bon curry. Bah, un bon MPC, il y en a plein de façons d'en faire. Mais généralement, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez une grosse clé, vous la coupez en 3 morceaux. Vous mettez un morceau sur votre serveur en tant qu'application et vous mettez un login derrière. Vous donnez un morceau à l'utilisateur et vous mettez un 3e morceau quelque part, chez un copain, chez une succursale, chez un custodian, chez peu importe. Et quand l'utilisateur veut accéder à sa clé, en fait, il s'authentifie chez vous. Ouais, il est authentifié chez vous. Du coup, il a accès à son petit morceau qui est stocké chez vous. Et puis, comme il a accès à son petit morceau qui est stocké sur son device ou ailleurs, bah, on peut l'authentifier, on peut lui permettre de signer parce que cette clé, elle fonctionne avec 2 des 3 morceaux. Et si l'utilisateur il perd ses accès, eh ben, il y a quand même moyen de le régénérer potentiellement parce qu'on peut l'authentifier d'une façon ou d'une autre auprès de la tierce partie et tout ça. Mais alors, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est un MPC ou c'est... Encore une fois, il y a d'autres formes de MPC. Alors, j'aimerais bien même pouvoir entendre Privy parce qu'ils ont fait évoluer aussi leur modèle avec le temps. Derrière ça, on se dit, mais c'est du multisig en fait, parce qu'il y a 2 des 3 morceaux, mais il y en a un qui peut signer plusieurs fois. Enfin, c'est pas très clair pour moi, mais surtout pour le régulateur, notamment en France, il a pu regarder des choses qui étaient clairement définies comme un MPC, par exemple de blocs, pour une solution MPC pour ses wallets, et il n'est pas custodian. Alors on leur a dit non, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'être custodian. Alors est-ce que c'est eux qui ont essayé de pousser le régulateur en disant mais on va vous expliquer pourquoi on est custodian, ou est-ce que c'est le régulateur qui a regardé et qui a dit non, effectivement, vous n'avez pas le contrôle? C'est pas clair non plus. Il n'y a pas eu vraiment de guideline encore derrière tout ça. Et nous, on a regardé donc, par exemple Privy, exemple de wallet as a service. On vous le fait bien noter dans les terms and conditions. Ici, please note, Privy n'est pas custodian, on n'a pas accès, on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Bon, il y a quand même des cas où vous pouvez déléguer à l'application qui vous expose Privy des droits. Et dans ce cas, elle peut faire des choses à votre place. Donc regardez bien ce que vous dit la provider, etc. Mais nous, en tout cas, on n'est pas responsable, on ne fera pas, c'est pas notre faute, etc. Et notamment, Privy ne pourra pas récupérer vos transactions, ni ces transactions en votre truc. Donc voilà, encore une fois, c'est votre responsabilité quand vous utilisez un truc comme Privy pour récupérer un secret et vous devrez le sauvegarder. Parce que si vous le perdez, bah, Privy, a priori, il n'y a pas accès. En tout cas, il déclare ne pas y avoir accès dans leur terms and conditions. Tout à l'heure, j'évoquais la question des multisigs. Donc, on sait le faire en smart contract. Safe en est un bon exemple. Vous pouvez dire qu'il y a 3 propriétaires de ce safe, Justin, VT et Craig. Vous pouvez définir un threshold, dire il faut qu'au moins 2 des 3 personnes signent. Et s'il y a 2 des 3 personnes qui signent, bah, c'est bon, ça marche, quoi. Nous, on a été voir l'AMF. On leur a dit regardez, nous, on fait des multisigs. On est vraiment super multisig. Qu'est-ce qui se passe si mon client c'est Craig, Justin c'est quelqu'un qui bosse chez Comet, VT c'est quelqu'un qui bosse chez Comet, bah, dans ce cas-là, vu que c'est un 2 sur 3, Craig il peut rien faire tout seul. Voilà. Là-dessus, Craig il peut signer ce qu'il veut comme message, tant qu'il n'y a pas quelqu'un chez Comet qui valide, ça marche pas. Et quand Craig décède et il faut transmettre les fonds de Craig à ses héritiers, bah, Justin et VT de chez Comet, ils peuvent tout à fait signer pour bouger les fonds vers l'héritier, l'ayant droit, etc. Donc Comet est en contrôle. À votre avis, Comet custodian ici? Levez la main si oui. On a à peu près toute la salle. Et ben, vous êtes contre la position de l'AMF. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas custodian. Je dis ok, certes. Bah, du coup, moi, je m'en lave les mains dans ce cas-là. Rassurez-vous, on a d'autres façons de tourner autour parce qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Vu que chez Safe, dans la fonctionnalité de Safe, il y a aussi la fonctionnalité de proposeur. Donc, vous pouvez ne pas avoir de clé, mais juste proposer. Dans ce cas, c'est assez propre là-dedans de dire bah, votre clé de proposeur, c'est celle-là, puisque vous êtes un owner. Non, en fait, vous êtes statut proposeur. Donc, les clés sont possédées par les clés qui sont possédées par l'utilisateur ne peuvent pas signer à une transaction qui vient être faite. Le wallet est juste contrôlé par
le custodian, pour que ce soit un custodian. Donc j'ai l'impression qu'il y a une position aujourd'hui qui risque d'évoluer, parce que les positions de régulateurs, elles évoluent beaucoup avec le temps, qui est que la notion de contrôle, elle doit être exclusive, apparemment. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'AMF dans la salle, je ne crois pas. On commence à les connaître. Du moment s'il y a une responsabilité même un tout petit peu partagée, ce n'est pas une situation de custody, mais s'il y a une situation exclusive, là vous êtes en custody. Ah ok, bon d'accord, ok, voilà. Mais bon, ça peut évoluer et de toute évidence, techniquement, dans cette configuration-là, moi je suis custodian, j'ai tout à fait le contrôle. Mais bon, vu que c'est pas un contrôle exclusif, on nous dit vous pouvez peut-être pas obligé d'appliquer les mêmes diligences. Petit rappel sur comment fonctionne le staking. Quand vous stakez sur Ethereum, vous déposez des Ethers sur le contrat de staking, le deposit contract. Il y a une fonction qui s'appelle deposit. Et cette fonction, elle demande que vous amenez 32 Ethers et que vous remplissiez 4 arguments. Donc il y a une fonction, voilà, vous l'appelez, et vous lui donnez une clé publique qui va être la clé avec laquelle vous allez valider, parce qu'on valide avec un wallet différent dans Ethereum, sur la Beacon Chain, sur la chaîne de consensus. Vous exprimez un petit check sur vos credentials, vous vérifiez bien que tout est bien cohérent dans ce que vous envoyez au contrat. Et vous signez ça pour dire bien voilà, vous avez signé vos credentials, et vous allez aussi donner des données deposit data route pour dire voilà, vous allez pouvoir, quand vous retirez vos Ethers, les retirer sur ce wallet là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de clés qui sont impliquées dans le staking. Il y a la clé publique du validateur, voilà, c'est la clé effectivement avec laquelle le mec va valider. Et il y a la clé de retrait, qui est la clé sur laquelle vous allez recevoir les fonds quand vous retirez le staking. Et in fine, si vous êtes un bon validateur, un bon solo staker, d'ailleurs venez solo staker, c'est super bien. On est un petit club pas très petit et pas si fermé, donc tout le monde peut participer. Certes, il faut 32 Ethers, mais il y a des solutions pour staker avec moi, n'empêche. Quand vous stakez, vous avez votre clé de retrait, et puis vous avez votre clé privée de staking, votre validateur private key et votre validateur public key. Donc vous avez un wallet ici avec une clé publique et une clé privée que vous mettez dans votre nœud et vous lancez les logiciels de validation et puis vous signez au fur et à mesure. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, il n'y aura jamais de staking as a service. Il n'y aura jamais de service sur lesquels les gens vont agréger des trucs, parce que tout est fait pour que les gens vraiment stake eux-mêmes, parce qu'il y a cette clé-là, clé publique de validation, clé privée de validation. Elle doit vivre dans le nœud, quoi. Manager cette clé pour quelqu'un d'autre, c'est prendre énormément de risques, c'est super compliqué et le régulateur va vous tomber dessus si vous faites ça, quoi, parce que quand même, il y a pas mal de risques associés à ça, notamment si vous faites une bêtise, par exemple, vous vous retrouvez à avoir un problème, une malfonction au niveau de votre logiciel, et puis vous signez quelque chose que vous n'auriez pas dû signer, et soudain vous perdez des Ethers. Voire vous quittez la validation, et pendant tout le temps où vous quittez la validation, vous signez plus les attestations qui sont nécessaires en tant que validateur, et donc vous perdez encore des Ethers. Ou alors, vous pouvez même potentiellement ne pas sortir parce que la clé est plus disponible, et sinon la clé brûle, vous n'avez plus accès à cette clé, vous devez attendre d'arriver à 16 Ethers sur votre balance pour que vous soyez automatiquement exit. Donc il y a quand même beaucoup de responsabilités liées à cette clé de validation, et pourtant c'est pas très clair de savoir est-ce que vous êtes custodian ou pas là-dessus. La notion de contrôle, elle est pas claire du tout, quoi. Quand je suis un staker pour quelqu'un, je peux empêcher la personne de sortir, je peux ne pas signer le message exit, voilà. Je peux aussi exit putativement en disant bon, j'exit, c'est bon, j'arrête le service, merci, j'en sors. Et aussi, je peux me tromper et faire perdre un peu d'argent et le truc sort. Il se trouve qu'on a des gens qui sont très forts en sécurité et très à cheval sur comment faire bien les choses. Notamment une des stars du staking en France qui s'appelle Kin. Malheureusement, ils ont eu quelques problèmes de sécurité récemment. Ils ont hyper bien réagi. Ils ont immédiatement dit ok, on va mettre en pause les services, on va regarder où ça s'est passé et tout. Mais ça vous montre quand même que même des gens qui font très très bien leur travail, qui sont SOC 2, qui sont audités, qui sont tout ça, qui font du non-custodial, parce qu'ils se disent je ne suis pas custodial dans cette situation, ils vous disent mais regardez, en fait nous quand on stake sur leur documentation, what are the risks associated, en fait on vous fait quand même accepter nos terms and conditions, quoi. On va manipuler une clé pour vous, on va la faire en best effort, on a plein de trucs de sécurité qui sont en place, mais n'empêche, vous devez accepter nos terms and conditions parce qu'il peut se passer des problèmes. Peut-être qu'il y a un problème sur le protocole, peut-être qu'il y a un problème sur notre software, peut-être qu'il y a un problème sur tout ça, quoi.
Et effectivement, putativement, ils ont décidé, après avoir remarqué qu'il y avait peut-être une faille de sécurité chez eux, de sortir tous leurs validateurs et de faire autre chose. Enfin, on verra bien ce qui se passe. Ça, c'était hier. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le staking sur Ethereum, vous avez plein de validateurs qui sortent du staking, puisque Kiln a fait un rollout de ses validateurs. Et il se trouve que aujourd'hui, on a eu aussi un événement, un autre événement sur le staking d'Ethereum, un autre service comme Anchor. Ici, il y a eu un slashing, c'est-à-dire ils ont déclaré qu'ils avaient fait une boulette dans leur maintenance. Et en faisant cette maintenance, il y a plusieurs de leurs validateurs qui se sont retrouvés à signer un message qu'ils n'auraient pas dû signer. Et quand vous signez un message que vous n'aurez pas dû signer sur Ethereum en staking, et ben, le réseau vous fout à la porte. Voilà. Donc ils ont perdu environ 0,26 Ether par validateur qui s'est fait attraper à signer quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, et ils se sont fait mettre à la porte. Et donc, comme Kiln a décidé de sortir tous ses validateurs hier pour revoir sa sécurité et faire attention, ce qui est une très très bonne pratique encore, bravo à eux d'avoir fait ça. Les validateurs d'Anchor, ils sont au bout de la queue pour sortir, donc ils vont a priori sortir le 25 octobre. Bon, ils se retrouvent coincés, quoi. Et là encore, est-ce que vous avez besoin d'être custodial? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être custodial? Est-ce que la personne qui gère cette clé, est-ce qu'elle est custodiale ou pas? Où est le contrôle? Bah voilà. On ne sait pas trop où est le contrôle et on est resté dans une zone très très grise. Et j'invite tous ceux qui s'intéressent à la réglementation ou à ces choses-là à en parler aux régulateurs, à contacter des gens qui travaillent sur les positions des régulateurs, parce que c'est important qu'on ait une visibilité claire sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, quel type de diligence il faut appliquer dans tel et tel cas. Et la question du contrôle, elle est insuffisante sans des guidelines précises. Donc là, pour l'instant, ils sont très occupés à l'AMF à convertir les PSAN en MiCA. Mais il y a un moment, il va falloir quand même regarder et se dire qu'est-ce qu'on recommande de faire et comment on choisit de dire ça implique du contrôle, ça implique pas de contrôle. Et ça rentre dans notre juridiction ou pas. Donc, si j'ai bien compris, votre objectif, c'est de pouvoir respecter la régulation AMF. Et ma question, c'est quoi l'impact financier entre respecter la régulation et ceux qui ne la respectent pas, qui ne sont pas basés à l'étranger, par exemple, où ils n'ont pas besoin. Donc, est-ce que ça rapporte de l'argent de respecter la régulation? Nous, on est un des vieux acteurs du smart wallet. On a un SDK qui est non-custodial, qui fait de l'account abstraction, où FluidKey pourrait éventuellement l'utiliser, s'en servir de ce genre de truc, quoi. Ça ressemble un peu au Safe SDK, mais en beaucoup mieux. C'est gratuit, celle-là. Donc on fait du non-custodial. Mais là, pour nous, c'est du software, quoi. Je veux dire, on vend un abonnement, on donne accès à des endpoints et à du support et tout ça, quoi. On a historiquement travaillé avec beaucoup d'acteurs réglementés, comme Française des Jeux, comme Partouche, comme Crédit Agricole, tout ça. Et quand ils regardent une infrastructure non custodiale, ils disent ouais, mais si personne n'est responsable, moi ça m'intéresse pas que vous laviez les mains, quoi. Moi je veux que vous soyez responsable, en fait. Je veux que vous rentriez dans mon truc. Et puis en plus, nous, on va avoir une licence aussi, et on veut travailler qu'avec des gens qui ont la licence, quoi. Donc ce qui a initialement ce qui a initié notre switch to compliance, c'était de se dire, bah, en fait, nos plus gros clients, pour les garder, il fallait qu'on soit compliant aussi. Et après, ça nous a ouvert des possibilités en disant, mais en fait, nous, notre client de rêve, ce serait quelqu'un qui voudrait faire un truc comme Louis Finance. Donc, ok, bon, faisons Louis Finance et distribuons-le, parce que c'est voilà. Donc, déjà, le software, ça rapporte de l'argent, hein, la lumière est encore là et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Mais la compliance, ça a un coût assez énorme. Ça dépend. Si vous êtes un gros exchange qui a des activités partout dans le monde, qui a un historique pas possible, qui a traversé des bull market, des bear market, des situations compliquées, des gens qui étaient sur liste noire et tout. Imaginons que vous êtes un Binance. C'est compliqué de se mettre en régulation, quoi. Et c'est d'autant plus compliqué que selon la juridiction que vous allez cibler, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes. Par exemple, si vous voulez devenir custodian en France, vous avez besoin de faire un audit PASI, sécurité des systèmes d'information. Et donc, il vous envoie une des, je sais plus, il y a 7 ou 10 boîtes qui sont habilitées à faire des audits PASI. Et vous avez des gens très sympas qui rentrent, qui essayent de vous poser plein de questions sur vos systèmes d'information, qui regardent, qui font des recommandations, qui disent ah bah non, là vous avez une ouverture. En fait, il faut faire des audits pénibles. Et si vous avez déjà une activité en place et que ça tourne, bah en fait vous vous retrouvez à devoir ménager la chèvre et le chou et vous dire ah non, mais en fait il faut qu'on change nos systèmes et compagnie, quoi.
À l'inverse, si vous allez demander une licence de custodian à Malte, il n'y a rien. Voilà. Et donc après, vous pouvez devenir activement en France en ayant votre licence d'un autre pays. En fait, il n'y a pas non plus d'homogénéité dans les requirements que demande le régulateur avant de pouvoir processer une licence. Ce qui veut dire qu'il y a une distorsion de concurrence assez énorme, je trouve, parce qu'il y a des acteurs, par exemple Gemini, enfin, je vais devoir faire la liste de tous les exchanges. Gemini a une licence à Malte récemment, et voilà, ils vont débarquer en France. Et je sais pas, l'AMF va dire bah c'est cool, en fait, ils demandent rien du tout. Nous on demande tout ça, bah en fait. Donc bon, bah, nous on est basé en France, donc on a fait le truc en français, et on nous a demandé plein de trucs. Et donc ça a un coût. Et le coût pour une boîte qui n'a pas d'activité régulée, qui part de zéro, c'est entre 300 et 500 000 euros pour arriver à un niveau entre les audits, les gens qui sont coincés, qui doivent bosser sur répondre au truc, plus le temps, les lawyers et tout, c'est payé, ouais, on est autour de 500 000. Mais après, vous êtes sur une liste sur le site de l'AMF et pas la liste noire. Voilà, la liste blanche, attention. Hein. Voilà. Donc bon, mais ça permet de garder ses clients régulés qui veulent bosser qu'avec des gens régulés. Et ça ouvre des nouvelles business lines. Et en général, quand une réglementation est en place, elle a tendance à s'étendre. Donc quand vous êtes déjà dans le mouvement, vous avez déjà l'énergie cinétique du précédent et vous pouvez ajouter des trucs. Par exemple, le jour où ils nous diront on va bien réfléchir à notre position et effectivement, si vous avez la majorité des clés et que le threshold c'est ça et que vous êtes en contrôle, vous êtes en contrôle, vous pouvez être custodian dans cette situation. Ça facilite nos flows sur certains trucs. Mais bon, on leur reposera la question. Et ce qui veut dire que les gens qui leur ont prêté ça et qui ont dit bah ouais en fait si vous avez une des clés mais si vous donnez une des clés et que vous avez la majorité, vous n'êtes pas custodian, peut-être qu'ils diront bah non en fait il faut que vous deveniez custodian. Donc potentiellement les boîtes qui sont restées non custodiales dans cette situation, elles nous appelleront pour dire en fait on aimerait bien utiliser votre service ou vous impliquer comme custodian parce que ça nous arrangerait de rester non custodial. Donc je ne regrette pas stratégiquement d'être devenu custodian, mais bon c'est quand même assez painful. En vrai, voilà. Après, Louis Finance, c'est génial. J'ai pu emborder ma mère dessus et lui faire acheter ses premières cryptos. Elle a fait un virement, elle était contente. Elle profite d'un taux intéressant avec ses cryptos en stablecoin Mika compliant, retour sur le compte en banque. Voilà. On va bientôt pouvoir acheter des Ethers. Et ça marche, quoi. Et c'est un peu plus fluide que l'expérience de paf, j'arrive sur Kraken, quoi, pour en citer un autre. Voilà. Mais bon, merci beaucoup pour d'être venu malgré les difficultés de la journée bloquant tout. Voilà. Ethereum, 10 ans sans downtime, y compris sans blocage.